Aujourd'hui, les invités de Toute une histoire reviennent pour nous dire ce qui a changé dans leur vie depuis leur passage dans l'émission. Nous retrouverons Raphaël, que l'anorexie avait empêché de venir sur notre plateau. 0-0, c'est atteindre son objectif de disparaître, de ne plus prendre de place. Vous sortirez quand vous serez à quel poids? 54 kilos. Je vous demande d'accueillir Raphaël. Et aussi Jessie, qui luttait contre sa pudeur maladive. Aujourd'hui, être bras nus, ça représente quelque chose de difficile? Oui, beaucoup. Et là, j'ai fait un effort exceptionnel pour l'émission, encore une fois. J'ai réussi à me mettre un débardeur aujourd'hui, je peux vous faire voir. Pierre, lui, misait tout sur une opération chirurgicale pour retrouver la sexualité de ses 20 ans. Ça fait plus de 3 mois, c'était le 23 novembre dernier. Le médecin parlait d'environ 85% de taux de réussite. Qu'en est-il pour vous, Pierre? Je suis dans les 85. Céline et Nicolas connaissaient la détresse sociale au point qu'on leur avait retiré leur enfant. Si on est deux petits jeunes en difficulté, on essaye désespérément de trouver un peu de monnaie pour se payer une chambre d'hôtel et pas dormir dehors. C'est pas grave, merci, bonne journée. Grâce à votre aide, ils ont aujourd'hui logement et travail. Un bonheur presque complet. Qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez récupérer votre petit bout de chou? Plus rien maintenant. Plus rien. Plus rien. On attend juste la date du jugement, tout simplement. La prochaine fois, il viendra avec vous sur le plateau? Ouais. Ouais. Super. Merci pour eux. Merci pour nos invités. Mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans Toute une histoire. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un rendez-vous exceptionnel. Nous vous avions promis de vous donner régulièrement des nouvelles de nos invités. Eh bien, il était temps, car ils sont déjà plus de 1000 à être venus raconter leur histoire sur ce plateau. Plus de 1000, mesdames, messieurs, depuis septembre dernier. Lors de leur premier passage dans Toute une histoire, nos invités étaient tous à un tournant décisif de leur vie. Ils viennent nous dire quelle direction ils ont pris avec plus ou moins de bonheur. Dans cette émission, nous reverrons des moments drôles, des moments émouvants, des moments étonnants. Nous réservons également quelques surprises à certains de nos invités. Je ne vous en dis pas plus, ils sont tous comme ça. Je vous demande de les accueillir, en tout cas très chaleureusement. C'était ça avec eux. Je vous présente Karine. Karine est avec nous. Karine a pris une décision radicale concernant son couple, n'est-ce pas Karine? Depuis son passage dans notre émission, à ses côtés Pascal, qui est sur le point de changer de vie. À l'époque, il se posait des questions. Il est angoissé à l'idée de ne plus être père au foyer. Stanislas avait toutes les difficultés à faire accepter sa transsexualité à son entourage. Depuis la dernière fois, les esprits se sont ouverts, si j'ai bien compris, Delphine. Jessie était atteinte d'une pudeur maladive. Jessie, tout comme Delphine, a changé de couleur de cheveux. Mais c'est pas ça dont nous allons parler aujourd'hui. Il a eu un déclic déterminant. Vous vous souvenez certainement aussi de Céline et Nicolas, où êtes-vous? Ils sont juste derrière moi, qui faisaient la manche dans l'espoir de pouvoir récupérer leur fils, qui a quel âge? 18 mois. 18 mois, quand nous les avions rencontrés. Aujourd'hui, ils ont un toit et ils ont un emploi. Et puis Marie-Chantal, où êtes-vous Marie-Chantal? Marie-Chantal est juste derrière moi. Elle était une de nos toutes premières invitées, c'était en septembre dernier. Elle était bouleversée par la disparition tragique de son mari au cours d'un braquage à main armée. Elle était bijoutière. Elle se reconstruit avec sa propre méthode, intéressante sans doute pour chacun d'entre nous. Et puis pour commencer cette émission, je vous propose de regarder ce reportage que nous avions consacré à une invitée qui ne pouvait pas être sur le plateau à l'époque, et pour cause. Cette jeune femme était hospitalisée, elle était en grande souffrance, anorexie mentale, son poids était limite. À 15 ans, Raphaël pesait 80 kilos. Mal dans sa peau, elle ne supportait plus les moqueries. La jeune fille veut maigrir et s'impose un régime qui se transforme en anorexie mentale. Là, donc, tu seras pesée. Il y a 2 mois et demi, nous l'avons accompagnée lors de son hospitalisation au CHU de Dijon. Elle pesait alors 38 kilos pour 1,71 m. C'est trop. Je voudrais toujours que ça descende. Surtout pas que ça monte. 0-0, c'est atteindre son objectif de disparaître, de plus prendre de place. Voilà. Bon appétit. Merci. Chaque repas était alors une véritable épreuve pour la jeune fille. J'ai envie d'envoyer le plateau par terre. Et en même temps, je suis là pour ça, donc il faut que j'y arrive, quoi.
J'ai peur de manger, j'ai peur de ne pas manger, donc je suis dans une impasse en fait complète. Je suis tombée dans... Récemment hospitalisée, Raphaël n'avait pas pu être présente sur notre plateau. Nous avions pris de ses nouvelles par téléphone. Vous arrivez à vous alimenter à l'hôpital? Autant qu'il le faudrait? Ben, j'ai quand même repris 2 kilos en une semaine, donc je me dis que c'est déjà trop. Mais en même temps, émotionnellement, je le vis très mal. Mais je me dis qu'il faut surtout pas que je fasse marche arrière. Vous sortirez quand vous serez à quel poids? 54 kilos. Oui. Merci d'avoir été avec nous à distance, Raphaël. On prendra de vos nouvelles. J'espère que je pourrai vous accueillir un jour sur ce plateau. Ce sera bon signe. Oui, avec un poids normal. Avec un poids normal, c'est-à-dire plus de 50 kilos. Je vous demande d'accueillir Raphaël. Très émouvant de te voir sur ce plateau. Merci. Tu te sens comment? Pas encore guéri? Loin de là, je pense. Mais mieux, hein? Mieux, oui. Tu as pris combien de kilos depuis ton passage dans l'émission? Presque 10, 9. Presque 10 kilos? En combien de temps? 2 mois et demi. 2 mois et demi? Tu as dû faire des gros efforts pour ça, non? Ouais, j'étais alimentée par sonde, donc ça a aidé la reprise de poids. Je te tutoie comme si tu étais une toute jeune fille. Tu as quel âge? 31 ans. Oh là, je l'oublie à chaque fois que je te vois. En fait. C'est une chance de faire jeune dans la vie, tu sais. Oui. Pourvu que ça dure. Comment tu as fait? Comment vous avez fait pour vous nourrir à ce point et pour pouvoir réussir à prendre 10 kilos en si peu de temps? Ben, j'avais la nourriture normale, des repas normaux, et puis une alimentation par sonde nasogastrique. Et comment vous avez réussi à vous motiver en ce qui concerne les repas normaux? Il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose? Ben, au départ, c'était la menace de la sonde qui me terrorisait un peu, donc ça m'a aidé à remanger pratiquement... le lendemain du reportage, ça a commencé, les plateaux repartaient vides. Et puis... Après, il y a eu le passage dans l'émission, mais alors pas sur le... C'est la première fois que vous venez ici. Hein. Vous avez vu l'émission à la télévision ensuite? Oui, ça a été assez dur parce que j'ai pas l'impression que c'était moi en fait. Et ah bon? j'arrive pas encore à me dire que j'étais dans cet état-là, quoi. 9 à 10 kilos. Jessie, qu'est-ce que tu avais ressenti au moment du reportage consacré à Raphaël? Tu avais vu cette émission? Bah, ça m'a touchée. J'ai même versé des larmes parce que je me suis quelque part en fait retrouvée. Parce que je me trouve toujours gros. Mais chez moi, ça devient maladif parce que je me regarde souvent pour voir si j'ai pas grossi. Et c'est vrai que ce reportage, toi, ton portrait, m'a beaucoup émue. Tu m'as vraiment touchée. Déjà, il faut avoir du courage pour venir expliquer ton cas sur le plateau. Et je te trouve vraiment courageuse. Tu en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Je sais pas. C'est une question de courage, c'est une question de quoi pour vous? Un peu, plus le choix, plus d'autres choix. Pas toujours le choix. Ça s'impose à moi en fait. C'est ça où ça sert plus à rien de vivre dans cet état-là parce que c'est pas une vie, quoi. Alors ta maman est dans la salle, comme disait Jacques Martin. Vous êtes où, madame? Où êtes-vous? Ah, vous êtes juste derrière. Bonjour, madame. Je me souviens qu'à l'époque, vous étiez plutôt contre le passage de votre fille, l'intervention de votre fille dans notre émission. Pourquoi? Déjà, elle était dans un tel état de fragilité que ça me faisait peur. Et on avait appris toutes les deux ensemble la mort du mannequin qui faisait la même taille qu'elle en termes de taille et de poids, l'IMC. Poids, oui, voilà. L'indice de masse corporelle. Et je lui avais demandé justement, comme on était toutes les deux devant la télé, je crois que c'était. C'est la mannequin, la jeune femme brésilienne. Hein. Voilà, ce qu'elle en pensait, elle ne se sentait pas concernée. Donc elle n'avait pas le recul nécessaire pour... Alors notre démarche n'était pas de la fragilité, de la fragiliser encore plus. Non, mais je comprends, mais moi j'avais peur qu'une pression, qu'elle ait trop de pression de venir sur le plateau ou de participer à l'émission et que... Et alors finalement?
Eh bien oui, je pense que ça a été une bonne chose. Elle m'a fait comprendre que le fait de s'engager publiquement lui mettait comme un défi et qu'elle s'engageait elle-même à aller de l'avant. Mais je me remémorais souvent les moments du reportage, quand j'avais des moments de bas où je me disais non, j'ai envie de pouvoir témoigner aussi qu'on peut aller de l'avant. Ici, ouais. Ici, sur ce plateau. Il y avait aussi toutes les jeunes femmes du plateau qui avaient pu communiquer avec vous, qui vous avaient vraiment encouragé, qui vous regardent aujourd'hui. Jessie, est-ce que tu acceptes mieux ton corps depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui. C'est vraiment cette impression? J'ai eu un déclic en me voyant en fait à l'émission. Et je me suis dit, ça ne peut pas être moi. D'être aussi pudique et... pour moi, c'était inconcevable. Alors à l'époque, non seulement tu ne supportais pas de dévoiler ton corps, mais en plus, tu étais extrêmement choquée par tout ce qui était nudité des autres. Hein. Alors quand on voit tout ce qu'il y a dans les films, les téléfilms, etc., ça veut dire que tu étais pratiquement coupée du monde. Regardez. Il y a quelques mois, Jessie, 17 ans, participait à notre émission sur le thème de la pudeur. Émission pendant laquelle nous avons diffusé un reportage sur un naturiste, ce qui avait suscité de vives réactions chez notre invité. Ah, ça me choque de voir ça. Je pense que chacun fait ce qu'il veut de son corps du moment que ça ne dépasse pas les limites. C'est quoi les limites pour toi? Pour moi, la limite, on n'impose pas sa nudité à tout le monde. Donc chez soi, ça va? Chez soi, encore, ça reste raisonnable. S'il n'y a personne autour, quoi. Voilà. On a le droit d'être nu, de choisir ce choix, mais du moment qu'on ne l'impose pas, et pour moi, se faire son footing tout nu dans le parc et puis être nu dans la voiture, c'est quelque part, on cherche à provoquer. Ça t'agresse? Oui. Conscient que sa pudeur est parfois excessive, Jessie s'était donné comme challenge d'aller à la piscine. Une chose finalement banale, mais pas pour lui, il n'avait pas osé se mettre en maillot. Cette fois-ci, j'y ai pas réussi, mais je reviendrai le temps qu'il faudra pour réussir à surmonter ma pudeur. Donc tu es gêné par la nudité des autres, mais également par ta propre nudité à toi. Je répétais encore une fois, aujourd'hui, être bras nu, ça représente quelque chose de difficile? Oui, beaucoup. Je suis pas comme tout le monde en quelque sorte, parce que je peux pas me mettre en maillot de bain comme tout le monde, je peux pas faire ce que tout le monde fait. Mais le plus difficile, déjà, c'est d'en parler, puis que j'essaie de régler ce problème. Tu as l'impression d'avoir réglé complètement ce problème de pudeur ou pas complètement? Pas complètement. J'avance progressivement et je pense réussir un jour, j'espère, à me mettre en maillot de bain, enfin comme tout le monde. On avait été t'accompagner à la piscine, c'est ta bête noire la piscine. Hein. Ça peut être la piscine, ça peut être la plage, ça veut dire aussi les vacances, hein, les moments où on peut se laisser aller, quoi. Pouvoir se détendre. Ça, tu n'y es pas encore. Hein. Non. Ça, pas encore. Depuis, en tout cas, tu as mis en place une stratégie pour vaincre ta pudeur. Je te tutoie parce que toi, tu as 16 ans et demi. Hein. Cette stratégie, c'est quoi? Cette stratégie, c'est de m'entraîner quotidiennement. C'est-à-dire que je m'entraîne à me mettre en boxer, ce qui est assez dur pour moi, et d'y aller progressivement. Et là, j'ai fait un effort exceptionnel pour l'émission, encore une fois. C'est que maintenant, je peux me mettre en débardeur. J'ai réussi à me mettre en débardeur aujourd'hui, je peux vous faire voir. Tu peux rester en débardeur si tu veux. Non, c'est bon. L'été prochain, je me fixe d'être en maillot de bain. Donc, je vais fixer rendez-vous si vous voulez. D'accord, merci. En anecdote, enfin en apparence, ça peut paraître une anecdote comme ça, mais en fait, on voit bien que c'est quelque chose de très profond. Je sais pas, Raphaël, comment tu ressens, toi qui as un rapport au corps qui est aussi un peu complexe. Tu comprends ce que ressent Jessie, tu crois? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? On a une telle image de nous, tellement négative que on est persuadé que les autres nous voient aussi comme ça. Mais c'est psychologique, quelque part. C'est vraiment dans la tête. Ça devient on aura maladif, beau nous à dire force. tout ce qu'on veut. Je me tourne à présent vers Céline et Nicolas qui sont avec nous. Nous nous sommes rencontrés en novembre dernier. Le thème de l'émission, c'était comment vivre avec 5 € par jour. C'était le thème de l'émission à laquelle vous aviez participé. Voilà à quoi ressemblait votre vie il y a tout juste 4 mois maintenant.
Depuis 3 ans, Céline, 21 ans, et Nicolas, 25 ans, vivaient dans une chambre de 13 mètres carrés à l'hôtel. Voilà où on habite. Malheureusement, c'est petit, mais bon, on a quand même la chance d'avoir un toit sur la tête. Donc là, c'est notre coin, nous, lit. On a quand même la chance d'avoir un frigo. On a une salle de bain dans la chambre, donc avec douche et toilette. Vous avez un boulot par ailleurs? Ouais. Ouais. Oui, on est animateur commercial en fait, mais... Avec un fixe? Non. On travaille le week-end en fait, hein, mais c'est pas tous les week-ends. Et vous travaillez dans des marchés, dans des supermarchés? Non, dans des grandes surfaces. Ça vous rapporte quoi? Il y a des mois, on peut avoir 1400 €, il y a d'autres mois, on va toucher 255, voire même 152. Pour garder leur toit et manger, ils étaient obligés de faire la manche tous les jours. Bonjour, on peut se permettre de vous déranger 2 petites secondes hein, parce que c'est là avec ma femme, on a un gros souci, on est 2 petits jeunes en difficulté. On essaye désespérément de trouver un peu de monnaie pour se payer une chambre d'hôtel et pas dormir dehors. C'est pas grave, merci, bonne journée. La manche est vraiment pas facile, quoi. C'est se dire aux gens, bah oui, on est dans la rue. À cause de leur précarité, leur fils de 18 mois leur avait été retiré et placé en famille d'accueil. Chaque jour, ils se battaient pour le récupérer. J'aime pas les... Le fait de revoir ça, c'est un passage difficile quand même. Très difficile. Que faut-il pour récupérer votre enfant, en fait, maintenant? Un appartement et un travail stable, tout simplement. C'est les deux... Une adresse et... Voilà. Et un boulot? Voilà. Et un boulot. Fixe. Qu'est-ce que vous cherchez comme boulot? Peu importe. Peu importe. On prend tout. Qu'est-ce que vous dites, Céline? On est un peu loin, il n'y a pas de la place pour tout le monde ici, mais enfin, on est tous ensemble quand même. Hein. Qu'est-ce que vous vous disiez à l'instant? Je lui ai dit, tu t'imagines, c'est énorme. C'est loin, maintenant. Même si ça fait que 2 mois, c'est très loin. Alors la première bonne nouvelle, c'est le boulot? Ouais. Vous avez trouvé un boulot? Quel boulot? Simplement dans une société de logistique, une plateforme de logistique en tant qu'étiqueteur pour le moment et peut-être plus un peu plus tard. Avec, si vous avez de l'ambition, vous y arriverez. Vous avez Voilà. quel âge? 26 ans maintenant. Ouais, vous êtes tout jeune. Bravo, donc c'est un boulot régulier, ça veut dire que le salaire tombe tous les mois. Ça, c'est la première, la première chose. Que s'est-il passé ensuite après la diffusion de toute une histoire? On a eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de dons. D'ailleurs, on voudrait remercier toutes ces personnes-là. Et des dons, c'est-à-dire? En fait, on a eu beaucoup de chèques, en fait, et il y a pas mal, 2-3 personnes qui régulièrement nous envoient des chèques. Tous les mois, au début de mois, ils nous envoient des chèques. On a eu aussi des affaires, on a eu des cadeaux pour notre fils. Non, on a eu vraiment les gens, mais partout de la France, hein, toutes les villes. On nous a même proposé des appartements. Oui, mais là, il y a eu une mauvaise nouvelle aussi, si j'ai bien suivi. Ouais. On a failli se faire arnaquer par une personne qui a voulu nous louer un logement à 500 € sur lequel il y avait un arrêté d'insalubrité de 4 pages. Comment ça s'est passé, ça? En fait, le monsieur avait téléphoné ici, à France 2. On nous a communiqué son numéro, on l'a appelé et en fait, on s'est aperçu que quand on a vu l'état, on n'avait déjà pas les clés. On est rentré par la fenêtre, on a vu l'état. Insalubrité, ça signifie? C'était remontée tellurique, des infiltrations de partout, un taudis, quoi. Combien vous payiez à l'époque pour votre petite chambre d'hôtel? 930 €. Oh. C'était une minuscule petite chambre d'hôtel qui était donc aussi petite que chère. Hein. C'est ça, malheureusement, les problèmes de précarité, c'est hallucinant. Et vous avez une proposition de logement qui était 2 fois moins chère, mais qui était absolument invivable. Vous affirmez qu'on a tenté d'abuser de vous, comme quoi vraiment il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Malgré cela, vous avez réussi à rebondir. Vous vous êtes fait aider par certaines personnes. Oui. Surtout, j'ai l'impression que vous avez réussi à vous aider vous-même. Alors évidemment, il faut un coup de chance. Hein. Oui, pas simplement il de faut le tomber décider. sur la bonne personne au bon moment. Mais la chance, il ne faut pas la provoquer. Et ça, c'est le plus important. Et en contactant une mairie, un de vos amis a réussi à vous dégoter un appartement. Un bel appartement. Hein. Plus de 10 fois la surface qu'on avait. Alors plus de 10 fois, ça veut dire plus de 130 mètres carrés? 150 mètres carrés, exactement. C'est une nouvelle vie qui commence. Vous avez accepté de vous présenter votre nuit. Bonjour, bienvenue dans notre nouvel appartement. Donc voilà notre salon. Avec différentes choses que les gens du village nous ont offertes. Donc y compris la télé, le canapé, les meubles, la cuisine. Le frigo avant il était vide.
Maintenant, il est plein. On prend quelque chose au hasard et hop, on se fait manger. Non, c'est génial, quoi. Par exemple, ce soir, ça va être côte de porc avec des petites pommes de terre noisettes. Maintenant, notre chambre... Notre petit nid d'amour, comme on dit. Maintenant, on est dans notre salle de bain. Il y a la baignoire, la douche. Ben voilà, en fait, la salle de bain fait la taille de notre chambre d'hôtel. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Et attention, le petit plus de l'appartement, un dressing pour madame. Donc voilà, là où on a pu mettre enfin toutes nos affaires avec des cintres et non dans des sacs. C'est rassurant de savoir qu'on est là au moins pendant voire 2 ans. On est tranquille, quoi. Dans notre esprit, on est tranquille. Leur nouveau bonheur semble parfait, mais il leur manque encore l'essentiel. Notre fils a 18 mois ce mois-ci. Tant qu'on ne l'aura pas récupéré, on ne sera pas tout à fait tranquille dans notre esprit. Parce que on a sa chambre, elle est vide. C'est vraiment très très dur. C'est super, hein. Parfois on ne sait pas pourquoi on se plaint dans la vie, j'ai l'impression, parce que vraiment, ils se sont trouvés dans la rue. Terrible. Vous avez vu comme ils sont soudés l'un à l'autre, etc. Non mais vraiment, c'est chapeau, bravo pour votre capacité de ressources, de rebond, de combat. Maintenant, évidemment, il manque encore quelque chose. Je pensais que cet appartement vous a été prêté par une mairie absolument généreuse. C'est un logement de fonction qui est actuellement libre et vous l'avez normalement pour... Pour 2 bonnes années. Pour 2 bonnes années. Ça vous a permis en plus de retrouver votre boulot. Après, c'est évidemment la cour à l'entraînement. Voilà. Hein, quand ça commence à aller bien, on rentre dans des spirales inflationnistes, positives, comme on dit. C'est ce que je vous souhaite également, Pascal. Vous avez multiplié par 10 la surface du logis. C'est pas trop grand au début de tout trouver ses repères? Si, il y a des pièces qu'on n'utilise pas. Il y en a 2 qu'on n'utilise pratiquement pas en fait, mais le reste c'est vrai qu'on l'utilise, mais c'est vrai qu'au départ quand on s'est installé, c'est rigolo mais on s'entendait même pas quoi. Il y en a un qui était dans la salle de bain, l'autre tout en faux, on était obligé de répéter 15 fois la même chose pour qu'on s'entende quoi. Franchement c'est des petites anecdotes comme ça qui sont vraiment... Qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez récupérer votre petit bout de chou? Plus rien maintenant. Plus rien. Plus rien. On attend juste la date du jugement, tout simplement. La prochaine fois, il viendra avec vous sur le plateau? Ouais. Ouais. Super. Karine, vous avez reçu vos témoignages, vous aussi, après votre passage dans notre émission? Ah oui, beaucoup. Tout le monde m'a dit que j'ai été très courageuse. Ah, clairement. Et en fait, on m'a dit, il y en a une, elle m'a dit, tu as vu toute la pub que tu as fait dans ta ville? Je disais, pas grave, j'ai besoin de faire la pub, moi. Dans quelle ville? À Sarcelles, chez moi. Il y a 2 mois, vous étiez venu dans une émission intitulée « Il me fait souffrir, mais je reste, mais je l'aime ». Votre mari vous trompait depuis 5 ans, ça arrive, mais vous vous sentiez plus que trompé, je dirais presque humilié. Et pourtant, vous ne parveniez pas à refaire votre vie, vous ne parveniez pas à le quitter. Karine est mariée depuis 15 ans. Le père de ses enfants est rarement à la maison. Il aime une autre femme à qui il a fait un autre enfant. Aimant son mari plus que tout, Karine acceptait la situation. Je sais jamais quand il vient. Si je lui demande pas, c'est très imprévisible. Le plus douloureux pour moi, c'est de ne pas pouvoir le reconquérir. J'arrive pas. J'ai essayé plein de fois et ça n'a pas marché. Je porte toujours l'alliance, hein. Parce que j'ose pas l'enlever. Et comme une épouse disciplinée, Karine continuait chaque soir de préparer des bons petits plats pour son mari. Une attitude que sa sœur Evelyne déplorait. C'est pas la peine de faire à manger, ton mari il est jamais là. C'est grave aussi, hein. Ouais. Quand même, notre femme, il y a longtemps, ma belle-sœur, mon amie, elle aurait tué son mari. Ouais. Tu sens pas que tu as besoin d'un homme, tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin de vivre? Oui. Tu n'as pas envie de faire l'amour de temps en temps? Ah ben oui, c'est ça. C'est vrai, ouais. Ah ben alors, et pourquoi alors lui, s'il veut 2 femmes, eh ben il assure 2 femmes. Et vous acceptez la situation parce que vous avez encore l'espoir que les choses changent? Avant, j'avais l'espoir. Maintenant, j'ai compris que ça marcherait plus. C'est quand avant? C'est il y a 1 heure. Non. C'est ça, puisque en fait, j'ai pas réalisé tout ça. Moi. Avant, il y a 1 heure. J'ai porté des chocolats de Suisse. Je viens de Suisse, là.
Que vous avez été faire en Suisse? Je suis en vacances de... Ah, vous avez été un peu prendre l'air au ski? Ouais. Avec un moniteur. C'est bien. Ah, vous avez vos après-ski encore sur vous. Très bien, bravo. Pascal, vous aviez dit avoir vu le témoignage de Karine dans notre émission. Comment vous aviez réagi à ce témoignage, vous? Mon Dieu, quelle horreur. Pour elle, enfin, je sais pas. Ouais, c'était une grande souffrance. Il l'aimait pas, c'est pas possible. Il l'aimait plus, en tout cas. Même s'il l'a aimé, il l'aimait plus et il n'avait pas le courage de lui dire. Je pense que c'est ça, il était un peu lâche malgré tout, parce qu'il ne voulait pas lui dire je t'aime plus, on se quitte. Ou peut-être peur de la perdre aussi, hein, vous savez, parfois on aime peur bien de lui faire du mal aussi. Parce qu'on parle de Suisse, mais on peut parler de valeur refuge. Ou peur de lui faire du mal, parce que malgré tout, c'était sa femme. Oui, en fait, il me protégeait quand même. Et quand vous dites gênant avant, il y a 1 heure, c'était drôle. Vous avez commencé à cogiter pendant l'émission? Non, parce qu'en fait, en écoutant les autres histoires, je me suis aperçue qu'il y avait aussi des choses qui n'étaient pas cohérentes. Parce que des fois, par exemple, pour aller voir les profs de mes enfants, ils ne voulaient pas venir avec moi. Pour aller faire quelque chose... Donc, je n'étais pas sa femme, en fait. Je n'étais pas sa femme, puisqu'il ne voulait jamais que je sois à côté de lui. Vous acceptiez sa bigamie, si j'ose dire? En fait, je voulais lui... Je ne sais plus. Je voulais lui dire que, bon, il a fait une erreur. Je ne suis pas méchante. Mais il n'a pas compris. Il veut pas. Il vous a dit que vous étiez méchante à un moment? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit le contraire. Il a dit que j'étais trop gentille. Trop gentille. Voilà. Donc en fait, c'était, je crois que je lui ai donné l'image de la maman sereine, qui ne va pas faire autre chose que maman. Voilà. C'est quoi le petit déclic qui vous a tout changé dans votre tête? C'est quoi le petit déclic dans l'émission? Le petit déclic, c'est que j'ai dit, si j'ai 40 ans là, j'ai dit, je ne vais pas mourir sans avoir un homme dans ma vie. Un vrai qui m'aime. Je ne vais pas aller dans la tombe avec que mes enfants. C'est pas possible. Alors, donc j'ai dit, ça y est, ça suffit, il faut que je C'était juste après l'émission, ça? Ouais. Oui, tout à fait. Mais... Vous avez pris quelle décision? J'ai pris rendez-vous chez l'avocat, mais j'ai mis longtemps. Hein. Je suis très lente. Combien de temps? Parce que je suis comme les Suisses. Doucement avec les Suisses, hein, ce sont des camarades. Non, mais ils sont super sympas. Ils sont à mon niveau. Ils sont à ma lenteur. Gentils. Ils sont très calmes. Toutes les généralités sont... Je rigole. C'est pas des généralités que je veux faire. C'est au contraire, c'est une admiration que j'ai. Mais vous étiez là, vous disiez, je ne peux pas quitter mon alliance. Oui, là, je l'ai enlevé parce que... Levez la main gauche, voilà. et dites, je le jure. Oui, alors... Non, je l'ai enlevé pour essayer de mettre dans la tête que je ne suis plus attachée. Ça y est. Ça fait combien de temps que vous l'avez enlevé? Il n'y a pas longtemps, là. Quelques heures. Quelques heures? Vous allez la remettre en sortant? Je ne sais pas. Vous sortez, mais je vais essayer. Avant, et après le ski, vous sortez le soir? Non, il fait trop nuit. Non. Il fait trop nuit. Non, oui, je vais aller, c'est un petit village. Tout est fermé à 6h. Vous voulez que j'aille à 6h? D'accord, enfin, donc à 7h. Vous êtes disponible aujourd'hui? Oui, je suis disponible. Ça va. Nous transmettrons. Pendant le reportage, elle me disait, mais il ne m'aimait pas, donc elle s'est rendue compte quand même. Oui, je me suis rendu compte quand même. Ou qu'il ne l'aimait plus, comme vous disiez, Pascal. Voilà. Oui, ou qu'il ne l'aimait plus. En fait, c'était juste... Elle a fait un grand pas déjà. Ouais, j'ai compris. Mais je voulais dire quelque chose aux deux jeunes qui étaient là. Jessie et Raphaël. Voilà, Jessie et Raphaël. On a tous... Enfin, moi aussi, j'ai eu je me suis empêchée de vivre. Je me suis empêchée d'exister parce que j'avais une culpabilité. Je ne voulais pas quitter mes enfants. Je ne voulais pas quitter... j'avais peur de m'aventurer encore dans le monde. Et j'ai dit, pourquoi on me dit, je viens de faire une famille, on me dit, fais une autre maintenant. Et après, je me suis dit, mais non, je vais vivre quand même. Et puis, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance. Et puis, en fait, c'est exister, c'est respirer, c'est dire, on va s'affirmer et on va... Moi aussi, j'avais un grand problème d'affirmation. En tout cas, et donc pour les, rouler, deux, hein. vivez, ça va rouler, là. La vie est belle. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites à ça? Qu'est-ce que vous dites à Karine? Moi, je pense qu'elle a raison. Il faut d'abord s'assumer soi-même et se dire qu'après tout, on est tous pareils et qu'il faut vivre le moment présent. Voilà. On est comme on est, en fait.
faut s'accepter comme on est. Ça vous inspire quoi la prise de conscience de Karine? C'est beau parce que on se rend compte qu'elle était enfermée dans tout un monde et elle a réussi à s'ouvrir à un autre et ça donne de l'espoir. J'ai l'impression que c'est encore un peu en chemin. Levez la main gauche, laissez-la lever. Non, parce que là, il ne faut pas me prendre pour un touriste. Là, il y a encore la marque. Vous allez la remettre en sortant du plateau? Je sais pas, je vais réfléchir. Non, il ne faut pas la remettre. Non. Il sera là pour quelque chose. Il sera là pour qu'elle la remette pas. Pascal? Non, faut pas. Pascal, il a une vie, hein, Pascal. Il a une femme, une super femme. Ouais. Non, c'est pas Pascal, c'est un autre Pascal ou un autre homme. Il y en a pas. Non, bien sûr, je sais, il y en a plein. Qui me ressemble, mais un autre. Ça va pas être facile d'en trouver un aussi bien, Pascal. Il y a plein de célibataires. Plein. Il y en a plein, donc il y en a bien un qui me correspond. Au moins. Au moins un. Ouais. Ça va. C'est vrai que vous êtes quelqu'un de très lucide et qui recherche l'amour et j'espère pour vous que vous le trouverez. Oui. Ouais, parce que vous le méritez vraiment, je pense. Merci. Pierre est avec nous également. Bonjour Pierre. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Alors Pierre, on est content de vous revoir, vous avez l'air en forme, tout le monde a de bonne mine en ce moment. Vous êtes impatient de prendre de vos nouvelles, vous étiez un peu une sorte, pas de cobaye, mais enfin je veux dire un peu de modèle pour tous ceux qui connaissent les problèmes que vous rencontrez et qui ont dans cette zone d'âge où on se pose plein de questions sur qu'est-ce qui nous reste de la vie, est-ce qu'on doit se dire qu'on est des papilles ou est-ce qu'on peut encore vivre et croquer la vie. On vous avait suivi au cours d'une opération extrêmement délicate. On regarde excusez-moi je suis un peu enrhumé, on regarde ce rappel en image et puis vous nous direz si ça marche. Les problèmes d'érection sont arrivés progressivement à partir de 45 ans. Les premiers troubles se manifestent par vous avez une envie, par exemple, sexuelle, comme tout le monde, hein, et vous n'y arrivez pas. Alors au début de mes premiers troubles, quand ça commençait vraiment à être fréquent, ces pannes fréquentes, j'ai essayé tous les médicaments existants. Ça a très bien marché. Pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, hein, jusqu'à l'âge de 55 ans à peu près. Mais les médicaments ne faisant plus effet, Pierre décidait de se tourner vers la chirurgie. Comment vous les avez pesé le pour et le contre? Parce que c'est irréversible, hein? Tout à fait. La vie ne s'arrête pas à 60 ans. On a envie de prolonger un peu une vie complète. Complète, et la sexualité fait partie de la vie, ô combien. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la démarche d'aller voir le docteur Fex. C'est-à-dire que le choix, il est simple. C'est ou la retraite sexuelle, ou il va vers cette intervention. Nous avions suivi Pierre lors de cette opération délicate. Vous êtes prêts alors? Bah oui. Ouais. Oui. Ce qu'on va faire à ce patient, c'est lui permettre d'avoir des érections. Ici, vous avez les cylindres en silicone qui sont à l'intérieur des corps caverneux, qui ne se voient pas, qui sont connectés à ce que l'on appelle la pompe, à l'intérieur du scrotum. C'est seulement quelques jours après l'intervention que Pierre était venu sur le plateau de toute une histoire. Je lui demandais si c'était aussi rigide qu'une érection normale. Je sais pas encore. Ah zut. Nous sommes à 12 jours maintenant de l'intervention. Après l'intervention. Voilà, et bien j'apprendrai à Pierre dans quelques semaines à comment se servir de l'implant. Il faut savoir que le taux de satisfaction global, on ne le sait pas encore chez Pierre, mais le taux de satisfaction global du patient et de sa partenaire est au-delà de 80%, entre 80 et 85%. Oui, il reste toujours les 15-20%, quoi. Toujours en chirurgie, on ne peut pas malheureusement promettre du 100%. Quand est-ce qu'il pourrait essayer, Pierre? Combien de temps après l'opération? Dans une vingtaine de jours, à peu près. Vous êtes impatient? J'aimerais bien voir que ça a bien marché, quoi. Ça fait plus de 3 mois, c'était le 23 novembre dernier. Le médecin parlait d'environ 85% de taux de réussite. Qu'en est-il pour vous, Pierre? Je suis dans les 85. Comment s'est passé la première fois avec votre Tintin sex machine? 20 ans. Ça a marché comme normalement. Comme à 20 ans? Comme à 20 ans. C'est compliqué à mettre en place, à faire fonctionner? Pas du tout, pas du tout. C'est d'une simplicité. Enfantine, hein, on l'avait vu sur le schéma, c'est une petite pompe. Hein. Donc ça, c'est pas compliqué. Voilà, on pompe, c'est tout. Comme les shadows. C'est pas un petit côté tue l'amour un peu dans le feu de l'action, non? Non, parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que ça, on l'oublie. Et ça devait même à un certain moment un jeu dans le couple. Oui, ça fait partie de la mise en condition des la mise en condition, ça fait partie des ce que vous voulez, les préliminaires, hein.
Et donc, vous vous rendez pas compte, à 60 ans, t'as plus de panne, t'as plus rien. Ah bah oui, il ne connaît pas, lui. Ah bah ça va bien. Ouais, bah rigolez pas, parce que je sais pas quel âge vous avez, enfin ça nous arrivera à deux. Je suis plus vieux. Quel âge vous avez? Je sais plus. Ah, d'accord. J'ai eu 35 ans en 2000. Non, vous êtes plus jeune que moi. Vous avez dit à Pauline, notre journaliste, avoir le sentiment d'être revenu 15 ans en arrière. Oui. 15 ans, vous avez retrouvé quelle intensité? Les rapports... non, mais il n'y a pas de secret, parce que ça peut intéresser... Moi, je suis très franc, parce que ça peut intéresser des gens qui nous regardent. Et on a reçu pas mal de... Je suis interrogé, moi, dans la rue, en me demandant... Une démarche altruiste qui vous honore. L'opération n'a pas été trop lourde, trop douloureuse? C'est sur des endroits quand même assez sensibles, etc. Honnêtement... Même au réveil? Même au réveil, strictement rien. Voilà, c'est clair. Hein. Quel est ce pierre que je reçois aujourd'hui, là, qui vous être tenu par rapport au pierre que j'ai reçu parce que j'ai retrouvé une envie... les jeunes parlaient d'une envie de vivre. Ça en fait partie, parce que la sexualité étant intégrée dans ma vie et dans la... Donc ça fait partie, c'est vachement important. C'est vachement important et il faut que des gens qui ont ce même problème que j'ai moi fassent cette démarche. Au moins se renseignent et essayent de voir que, on peut, avec un petit artifice... Pas trop cher? C'est entièrement remboursé par la Sécurité sociale. Ah. Dans un instant, on passe à une toute autre histoire, toute une histoire. La diversité, c'est aussi ce qui fait notre émission. Avant cela, écoutez ce message de la rédaction pour une des prochaines émissions. Et j'aurai peut-être le plaisir de vous recevoir bientôt sur un de ces fauteuils. Vous vivez une relation amoureuse au travail, officielle ou secrète. Secrétaire, vous êtes devenue la femme du patron. Vous avez cessé de travailler avec votre conjoint, cela mettait votre couple en danger. Pour vous, la promotion canapé est un moyen de réussir. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Monica qui assume son corps et ses kilos en trop. Elle n'hésite pas à montrer ses formes en posant régulièrement devant un photographe de mode. En fait, les photos, ça m'a aidé à m'accepter au départ, et puis maintenant, c'est plus un jeu, enfin, ça m'amuse plus qu'autre chose. Un petit peu sexy, mais je la trouve belle, Pendant longtemps, j'ai vécu renfermée sur moi-même, et maintenant, j'ai envie simplement de vivre et pas de survivre. Et aussi l'histoire de Nadège. Malgré beaucoup d'efforts, elle n'arrive toujours pas à s'accepter telle qu'elle est et à surmonter le regard des autres. C'est l'autre de ma photo là-bas sur le banc. J'en ai une de nuisette. Et tu l'as mis? Bah non, ça fait un saucisson. J'ai l'impression d'être un monstre, quoi, enfin, de pas être une personne, quelqu'un de normal. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous exceptionnel. Les invités de toute une histoire reviennent et ils nous donnent de leurs nouvelles. Je vais donner la parole à Marie-Chantal qui est juste à côté de Pierre. Bonjour, je suis content de vous revoir. Vous n'êtes pas un couple, hein? Non. Mais vous connaissez. Vous êtes rencontrés ici. Vous étiez une de nos toutes premières invitées, c'était en septembre dernier. Nous sommes à peu près du même âge, donc je vois que ça va bien pour Pierre. Et pour vous, parce que vous êtes seule maintenant, ça va? Je suis toujours seule. Toujours seule. Oui, mais ça va, je ne suis pas complètement seule. D'accord, voilà, très bien, merci. En septembre 2006, vous étiez venu nous parler du braquage de votre bijouterie dans des conditions terribles, puisque votre mari avait été abattu par un des braqueurs. 5 ans après les faits, vous étiez encore bouleversée, comme en témoigne ce reportage qu'on avait tourné donc en septembre dernier. Marie-Chantal a vécu avec Yves, son mari, une très belle histoire d'amour. Pendant 38 ans, ils ne se sont jamais quittés. Pour être toujours côte à côte, ils avaient même décidé de travailler en couple. Ils tenaient ensemble une bijouterie. Bon, on avait l'amour, les loisirs, le travail. On était, je veux dire, en parfaite symbiose. Un amour immense que rien ne pouvait briser jusqu'au jour où Marie-Chantal se fait braquer dans sa boutique. La porte s'ouvre brutalement, j'entends des cris. C'est un hold-up, c'est un hold-up. Et alors là, bien sûr, j'avance. Plus j'avance, plus je vais être confrontée à l'arme. Et c'est à ce moment-là que l'un des malfaiteurs me met l'arme sur le ventre. Les deux hommes sont face à moi. Et tout à coup, on entend un bruit et l'un d'eux me dit « Qu'est-ce que c'est ?» C'est mon mari. Et à ce moment-là, je vois l'homme qui lève le bras, qui tient son revolver et qui assène un coup de crosse sur la tête de mon mari. Et j'ai trouvé mon mari écroulé ici, exactement à cet endroit-là par terre.
Là, évidemment, je l'ai pris dans mes bras, c'était le premier réflexe. Je lui parle, je lui dis « dis-moi quelque chose », il ne peut rien dire. Son regard rencontre mon regard. Et là, il me dit deux mots. Ces deux mots sont les plus beaux mots de ma vie, c'est les derniers. Et ceux-là, je les garde pour moi, je ne les dirai pas. Je crois que mon mari meurt dans mes bras parce que le sang coule de sa bouche. Là, je crois que c'est la fin. Vous avez reçu beaucoup de courriers par mail et par écrit après notre émission. Oui, Jean-Luc, ça a été un réconfort. On a également apprécié la prestation que j'avais eue avec vous, en disant que j'avais eu beaucoup de courage et que vous aviez beaucoup de gentillesse avec moi. On avait même l'impression qu'on se connaissait, alors qu'on ne se connaissait pas, puisque je me souviens que je vous ai même appelé Monsieur Delarue, et après, je vous ai appelé Jean-Luc. Voilà. Aujourd'hui, je me permets de vous appeler Jean-Luc. Entendu, voilà, Marie-Chantal. Est-ce que vous avez rencontré certains de vos correspondants? Bien sûr, oui. Alors, parce que je fais partie d'une association. Et dans cette association, j'aide les gens. J'aide des gens et pour moi, c'est bénéfique. Des gens qui ont subi des choses comme ce que vous avez vécu? Des choses très lourdes, c'est-à-dire qui ont perdu leur conjoint ou qui ont perdu un enfant. Et avec eux, je grandis. Je grandis en leur offrant mon aide. Mais c'est une aide simple. Hein, Mais vous pensez à vous? Moi, je me suis auto-guérie toute seule. Mais vous autorisez le droit d'aimer à nouveau? Oui, bien sûr, Jean-Luc. Maintenant, je commence à avoir cette approche. 5 ans après, oui. 6 ans maintenant. 6 ans, mais je pense que... Enfin, je veux dire, on ne peut pas parler à la place non. Si votre mari vous aimait autant je pense que mon mari... Il souhaite votre bonheur. C'est exact ce que vous dites. Je pense que mon mari, au jour d'aujourd'hui, aimerait que je rencontre quelqu'un. Mais je pense qu'il va me le mettre sur mon chemin, et puis un point à la ligne. Vous croyez à sa lumière qui vous aide sur votre chemin. Oui. Je précise que vous avez publié un livre à ce sujet qui s'appelle « Une vie pour la vie ». Ça fait plaisir de voir que vous avez donné un sens à la vie et que de quelque chose de dur, de difficile, vous arrivez à le transformer pour en faire quelque chose de positif et de généreux, tourné vers les autres. Alors Jean-Luc, ce livre, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mon mari, parce que cet homme a été parti avant l'heure. Donc j'ai voulu qu'il continue à vivre. Voilà. Et comme il me manque une partie de vie, eh bien, j'ai travaillé pendant 2 ans. Je n'ai jamais écrit de ma vie. Le livre est authentique. Il est avec ma sincérité. Je vous l'offre parce que j'ai beaucoup de gentillesse. Je suis très gentil. On m'avait dit que vous alliez me l'offrir. Hein. Je me doute. Pas venu juste pour vous faire la cour. Non, mais en revanche, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit dedans. Monsieur Jean-Luc Delarue, qui sait bien être à l'écoute des témoignages des aléas de la vie. Cordialement à vous, Marie-Chantal Benoît. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Pascal est également avec nous, le costaud. Un peu en petite forme ces temps-ci. On m'a dit que vous étiez assez angoissé en ce moment. Oui. Je vous ai connu père au foyer parfaitement zen, arrivant à gérer toutes les situations les plus compliquées. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a un petit froid entre vous? Non. C'était pour mieux voir. Je l'aurais déjà dit en plus. Oui, je l'aurais dit, mais rapprochez-vous. Pourquoi vous êtes si préoccupé, Pascal? Je vais reprendre le travail. Ça fait combien de temps? C'est pas drôle. Je vais le reprendre bientôt, là, c'est confirmé. Donc je suis engagé dans une société et je vais reprendre un travail dans le commerce. Donc vous avez choisi d'arrêter votre travail pour pouvoir vous occuper de vos enfants, votre femme étant encore plus prise que vous par sa carrière. Vous avez fait le choix original, que ce soit le papa qui se mette un peu de côté. Pendant combien de temps vous avez arrêté? Bientôt 6 ans. Ah ouais, donc c'est un gros début là. Hein. Oui. Vous allez nous expliquer ça après ce rappel en images. Il est 7 h. Comme tous les matins depuis 5 ans, Pascal est au pied levé. Suite à une mauvaise expérience avec une nounou, le couple a décidé que ce serait Pascal qui s'occuperait dorénavant des enfants. On parlait qu'il y en ait un des deux qui s'arrête. Alors moi j'étais là, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est la seule solution qu'on peut avoir parce que bon, avec les boulots qu'on a, on peut pas. Mais dans ma tête, c'était pas moi qui m'arrêtais. Hein. Enfin, je veux dire, je croyais qu'elle parlait d'elle, quoi. Hein, c'est clair et net. Hein. J'ai des moments d'ennui malgré tout, malgré leur passage, malgré le ménage, malgré les enfants. Il m'arrive quelquefois de l'imaginer en train de travailler et de m'imaginer à sa place. Et c'est, je l'envie. Parce qu'elle a une activité professionnelle intense et que j'aimerais bien peut-être retrouver un jour. Le choix qui reste à la maison, c'était pas pour le ménage, parce que ça, une femme de ménage, on aurait trouvé une. En l'occurrence, c'était vraiment l'éducation des enfants.
Père au foyer, Pascal profitait pleinement de chaque instant avec ses enfants. Dans ces moments-là, il ne doutait pas une seconde de son choix. Et Patricia, sa femme, était complètement sereine. Ouais. Je t'en suis vachement reconnaissante, hein, parce que enfin, je vais pleurer. Je te le dis en pleurant, mais c'est extraordinaire ce que t'as fait. Je sais pas, mais je l'ai fait pour vous, quoi, c'est clair. Mais, Je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit que bon, c'était un choix qui n'était pas évident, et toi tu l'as pris, quoi. Tu l'as pris pour nous, quoi. Et vraiment, oui, je t'en remercie, quoi. C'est formidable ce que tu as fait, quoi. Franchement, elle est magnifique. J'adorerais que mon mari se sacrifie comme ça. Non, elle est extraordinaire. Comment la proposition de travail? Alors, je ne dis pas, parce que vous travaillez déjà, quand on travaille à la maison, on travaille, hein, mais oui, de travailler à l'extérieur de la maison, c'est... Non, mais en fait, j'ai jamais coupé les liens avec la NPE, ce qui est marrant d'ailleurs. Je m'inscrivais à la CEDIC. Vous gardez ça en tête, quoi. Ouais, sans toucher d'indemnité, évidemment, mais tous les mois, je m'inscrivais parce que je me suis dit, et peut-être que ça arrivera un jour, et j'étais avec une dame de la NPE qui savait dans quelle situation j'étais, qui connaissait ma situation et qui disait qui trouvait ça formidable, parce qu'elle était à 80%, donc elle comprenait tout à fait, et donc on a sympathisé. C'est vrai qu'elle s'est bien occupée de moi, parce que tous les mois on se voyait, elle me disait, Pascal, j'aimerais bien... Elle essayait de cibler exactement ce que j'aimais. Quand on critique les services publics, franchement, heureusement qu'il y en a qui travaillent dans les services publics et qui aiment bien leur boulot. Je la remercie. Et donc, elle a vraiment ciblé tous mes désirs avec j'aurais aimé avoir mon mercredi de repos, les choses comme ça, quoi. Et un jour, elle m'a appelé, elle me dit, Pascal, j'ai quelque chose pour vous, est-ce que je peux envoyer votre CV? Parce qu'elle me demandait toujours si elle pouvait envoyer mon CV à certaines entreprises, et je lui ai dit OK. Et ça a marché. Au bout de 3 entretiens, on m'a dit, bienvenue chez nous. C'est quoi? C'est une grande surface de décoration, de maison. Vous faites un boulot de quoi? De commercial? Je serai responsable du magasin. Ouais. Carrément. C'est la grosse angoisse de quitter la maison? Carrément, ouais. Quel âge ils ont les enfants maintenant? 7 et 5 ans. Et mon grand qui est derrière, qui a 17 ans, mais qui... Est-ce qu'il est grand? Ça va? Il est là. Bon, vous allez réussir à survivre sans être pas à la maison à 17 ans. Hein. Vous avez besoin financièrement de reprendre le travail? Pas vraiment. Non. Votre femme, c'est le Non, mais ça me dérange de le dire par rapport au jeune couple que j'ai vu tout à l'heure. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Oui, non, pas vraiment. C'était pas vital au couple que je reprenne le travail. Non, ça c'est sûr. Pourquoi vous le faites? Pour retrouver une vie sociale, pour retrouver cette envie d'aller de l'avant, d'évoluer, parce que j'ai l'intention d'évoluer aussi dans mon travail. Parce que je me dis que dans 5 ans, les petits seront indépendants et ils diront, papa, tu viens pas me chercher à l'école, s'il te plaît, c'est la honte. T'es gentil, mais bon. Hein, il faudrait que vous vous occupiez de votre vie, que vous ayez quelque chose d'intense. Voilà, ouais, malgré tout, on a besoin d'un petit peu d'indépendance après, quand ils sont plus grands, et se dire, bon, le ménage, ça va aller, mais je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire parce que je pense que je ne pourrais pas m'arrêter de le faire du jour au lendemain comme ça, mais je vais continuer à le faire et puis je vais cumuler les deux avec mon travail et me connaissant, je vais y arriver. Bon, bonne chance et puis à bientôt ici pour la suite des opérations. Ça va, Delphine? Bah ouais. Comment ça se passe? On en a combien? Bien, 5 mois. 5 mois. Vous attendez un heureux événement. Vous imaginez Stanislas comme père au foyer? Ah, très bien. Très bien. Mais lui aussi. Non. Non? Oh, t'exagères. Vous avez envie de bosser? Ouais. C'est vrai que depuis qu'elle est enceinte, je fais un peu tout, je lui laisse rien faire. Mais... À la maison? En plus du boulot? Ouais. C'est pour ça que je l'imagine bien en fait, parce qu'il se débrouille bien, hein, on peut continuer. Ouais, mais il a un peu les cernes en ce moment. Hein. J'ai voulu dire que je suis fatigué, mais elle comprend pas. Oui, attendez qu'il arrive, hein. Vous allez voir les nuits, vous allez rigoler. Vous aviez participé à une émission sur la transsexualité. Contrairement aux apparences, Stanislas, vous n'avez pas toujours été un homme. Franchement, ça ne se voit pas. Il y a 6 ans, vous étiez encore une femme. Enfin, en tout cas, pas dans votre tête. Dans votre tête, vous n'avez jamais été une femme. Vous avez toujours été un garçon. Et vous avez voulu faire en sorte qu'en fait, votre réalité corresponde à ce que l'intérieur corresponde à l'extérieur, si je peux dire. Voilà. L'histoire de votre couple uni nous avait vraiment émus. On s'était demandé qui avait comment dragué quoi. Je pense que tout se retrouve dans cet extrait d'émission. C'est une époque de ma vie que j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me... C'est du passé, et pour moi le passé, ça n'a rien à voir avec maintenant, quoi. C'était... Pas bien, hein. Non, j'étais pas bien. J'étais... en fait, j'étais un garçon, mais dans la peau d'une femme, quoi. Et en fait, il fallait carrément qu'on m'enlève cette peau et j'avais envie de sortir pour pouvoir vivre ma vie en tant qu'homme.
Stanislas est transsexuel. Il y a 6 ans, il était encore une fille et s'appelait Cindy. Aujourd'hui, il partage sa vie avec une femme. Delphine l'accompagne au quotidien dans sa transformation en homme. On se connaît depuis qu'on est petit. Il a toujours eu une apparence de garçon extérieurement. Il y avait toujours l'ambiguïté en fait. Personne ne savait vraiment. S'il n'y avait pas eu sa famille pour l'appeler Cindy, on n'aurait pas pu savoir que c'était une fille. Quand ce jeune homme vous a fait la cour, vous saviez que c'était une ancienne jeune femme devenue jeune homme déjà? Quand ce jeune homme m'a fait la cour, ce jeune homme ne m'a pas fait la cour. Ah bon. J'ai fait la cour à ce jeune homme. Pour être honnête. Et oui, je savais. Oui, je savais parce qu'on se connaissait depuis toujours. Et quand Stanislas est devenu officiellement un homme pour l'état civil, Delphine a accepté de l'épouser. C'était il y a 8 mois. Et comme n'importe quel couple, Delphine et Stanislas vont devenir parents. C'est grâce à un don de sperme anonyme que Delphine a pu être enceinte. La naissance est prévue dans 4 mois. Oh, c'est génial. Ça fait drôle. Ouais, non, c'est mignon. Ah oui. Tendu le cœur, ça c'est un grand moment. Ouais, Enfin, c'est un grand moment. Ça fait bizarre. On a du mal à réaliser encore. Mais c'est le début d'une vie, quoi. D'une autre vie. Ouais. Comment votre famille, Delphine, a accepté votre situation conjugale? Au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois plus ma maman. Je crois savoir que c'est surtout parce qu'elle ne comprend pas. C'est un gros sacrifice par amour pour vous, j'ai l'impression quand même, non? Ouais, énorme. Ouais. Bah moi, ça me fait mal pour Delphine. Parce que si on regarde le tableau, c'est un peu de ma faute. Voilà, c'était début décembre de l'année dernière. Il s'est passé du temps depuis. Quel regard votre entourage porte-t-il sur votre couple, sur votre union depuis que vous êtes passé dans l'émission? Bah, les regards ont beaucoup changé en fait. Ma mère qui avait du mal à avaler sa pilule, et, son regard a changé, sa façon de penser, de dire les choses ont changé aussi. C'est-à-dire, elle dit quoi? Bah, elle comprend mieux, elle accepte mieux. Disons que quand elle a passé à la télé, bah, les gens dans la rue la reconnaissent, ils lui disent bah, c'est très bien ce que vous faites. Ils disent ça. Ouais. Et en fait, on a toujours peur des autres. Hein. Voilà. Et le fait de lui dire ça, et ben, ça la met plus en confiance. Elle a mieux assumé. Oui, elle assume. Ça, c'est le miracle alors. Ouais, ça c'est. Parce que votre maman, elle voulait entendre parler de rien, quoi. Ouais, c'était bloqué, quoi. On était dans une impasse. Hein. On était dans une impasse et ben, le soir de l'émission, il y a eu un coup de fil à la maison qui a duré une heure et demie, je pense. Qui a appelé qui? Bah, c'est maman qui m'a appelé. Ça fait combien de temps vous ne l'avez pas parlé? Je peux même plus le dire. Tellement ça faisait... Ça devait faire... bah, on a arrêté de se parler en septembre de l'année d'avant, donc ça faisait quand même 1 an et demi, ouais. 1 an et demi qu'on se parlait plus. Donc ça a été plein de choses. Qu'elle était contente en premier. En premier, qu'elle était heureuse de savoir que j'attendais un enfant. Elle l'a pris dans l'émission? Ouais, elle l'a appris par l'émission. Oh là là. Ouais, ça j'avoue que... C'est le choc, ça. Hein. C'était un peu moche. Mais j'avais... De quoi Bah, de lui faire savoir par l'émission, c'était peut-être pas forcément la meilleure façon, mais d'un autre côté, ça a permis le déclic du coup de fil. Vous ne saviez pas comment renouer, c'est Non, ça le problème. bah non, parce qu'il y arrive des... En fait, la situation faisait qu'on était tellement bloqués que je savais plus comment... Je savais plus quoi trouver. Eh ben, envoyez vous faire par télévisuel. Ouais. Votre femme était aussi très angoissée à l'idée de ne pas pouvoir partager ce moment, celui de la grossesse, mais aussi celui de l'accouchement avec sa maman. Est-ce que vous pensez que maintenant elle va vous accompagner? Je sais pas, on a commencé à se revoir. Vous savez pas? Vous savez pas? Bah non, je sais pas parce que... Peut-être que le plus simple, alors, ce serait de demander directement à l'intéressé. Je vous demande d'accueillir Yvonne, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de mourir, c'est ça. On va tous pleurer là. Bah, moi, c'est mort, ça y est. Ah, vos maquilleuses travaillent bien, c'est dommage. Donc Yvonne était notre complice, elle tenait absolument à être avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'était si important d'être avec vous cet après-midi? Parce qu'avec Delphine, on a toujours eu une complicité très forte, tout le temps. Vous saviez qu'ils allaient passer dans l'émission? Non. Vous avez été surprise en regardant l'émission? Tout à fait. Vous auriez pu regarder Les Feux de l'amour, vous êtes tombé sur... Ah non, parce que je partais au travail et mon portable a sonné, ta fille était à la télévision. Je suis remontée au CISEC et j'ai mis une cassette et à 18h quand je suis rentrée, bah, j'ai vu Stan qui disait qu'ils allaient être parents. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, madame? Comment ça a avancé? Ce qui s'est passé, c'est intense. C'est intense pour une maman.
Je vous assure que le 4 décembre 2006, il est gravé à vie. À vie. Ça a changé votre regard sur cette vie de couple, sur cet amour qui unit votre fille à Stan? Oui, mais je les ai toujours aimés. C'est mes enfants. Mais pourquoi vous étiez séparés, vous étiez coupés l'un de l'autre alors? Les uns des autres? C'est une autre histoire. Toute une autre histoire? C'est toute une autre histoire. Et s'il faut, je remonterai sur Paris pour vous la raconter. C'est pas mal, ça. C'est super, non? C'est une belle surprise. Bah, je sais pas s'ils acceptent. Moi, je sais jamais trop surprise. si on aime me faire des surprises ou pas, parce que je me dis, les surprises et tout. C'est une bonne surprise? Ouais, c'est une bonne surprise. Parfois, c'est une surprise, mais c'est pas une bonne surprise, Stan. Si, c'est une bonne surprise. C'est dur, je crois. C'était une bonne surprise. C'est dur. Moi, je crois qu'on est dans un monde où on croit qu'il y a des normes et en vérité, il n'y en a pas. Il faut accepter les gens comme ils sont, c'est tout. Voilà. On va rester là-dessus, merci. À la prochaine fois.